Bonjour à toutes et à tous, et merci d'assister à ce moment où effectivement nous allons parler d'espace. Un espace qui fait un peu sa révolution, est en pleine renaissance, en pleine recomposition. Alors ça fait un petit moment que ça dure, ça fait maintenant une dizaine, une quinzaine d'années que ce phénomène baptisé le New Space touche le secteur spatial. Et je dirais d'un milieu qui était un peu dans l'entre-soi. Je vais vous montrer un petit peu comment on est passé finalement de ce milieu très institutionnel à ce qui est en train de devenir un nouvel espace économique. Et un nouvel espace économique, eh bien oui, nouveaux enjeux technologiques de souveraineté. Alors quand on parle espace, bien souvent, c'est le voyage dans l'espace, c'est cet esprit pionnier de la conquête spatiale, avec le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin en 61, avec le premier homme sur la Lune, Neil Armstrong, et quand même, j'irai un certain nombre de personnes qui sont allées dans l'espace, puisque il y a au moins plus de 500 personnes qui sont allées en orbite basse, dans la Station spatiale internationale et dans les stations. Actuellement, vous connaissez certainement notre Français, Thomas Pesquet, mais vous avez également deux autres spationautes qui ont été sélectionnés récemment par l'Agence spatiale européenne, Sophie Adno et Arnaud Prost, qui s'apprêtent également à augmenter ce compteur de gens qui sont allés dans l'espace. Sur la Lune, eh bien, c'est une autre affaire, c'est déjà plus compliqué. 12 personnes seulement ont foulé le sol lunaire. Et la question qui se pose, eh bien, c'est maintenant avec le programme Artemis qui vise à retourner sur la Lune et que l'on présente aussi quelque part un petit peu comme finalement un premier pas pour aller encore plus loin, pour aller vers Mars. Eh bien, qui sera le premier à fouler le sol martien, sachant qu'aujourd'hui on y envoie surtout des sondes pour explorer ce milieu qui est quand même très loin, puisque là on est en dizaines de millions de kilomètres pour se déplacer, on est sur des voyages de au moins 180 jours, voire même 250. Donc on sera loin de pouvoir revenir facilement sur Terre, c'est une autre conception pour s'installer et visiter notre système solaire. L'espace, c'est aussi la connaissance. C'est un espace de connaissance scientifique de notre univers, de notre système solaire, avec des sondes, avec des télescopes. Vous avez connu certainement le télescope Hubble, maintenant c'est le James West qui a pris le relais, et qui nous, là aussi, nous fait prendre conscience de l'immensité de notre univers, qui nous permet aussi de le voir d'une façon différente, parce que on savait des choses grâce à Hubble, on apprend encore des choses nouvelles grâce à ces augmentations de performance, d'observation, et puis également d'autres missions vont être lancées pour regarder cette fois-ci de la gravimétrie. C'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu, finalement, la masse et la distorsion que créent ces planètes pour avoir encore de nouvelles observations, encore de nouvelles connaissances. Alors, ce n'est pas seulement ces voyages et ces explorations lointaines. Le spatial, c'est aussi de l'espace pour la Terre, pour nous, pour comprendre donc notre système Terre, qui est un système complexe, parce qu'entre océan, Terre et atmosphère, eh bien, il y a des interactions. Et les observer depuis l'espace, eh bien, ça nous permet d'avoir finalement cette cohérence entre les différentes échelles, échelle de la planète, échelle du pays, échelle régionale et échelle beaucoup plus locale. Donc on arrive comme ça à mettre en évidence des phénomènes environnementaux et climatiques. Vous avez certainement entendu parler de El Niño, La Niña. Eh bien, ce sont des phénomènes qui ont grandement été observés par les satellites d'altimétrie océanographique des séries TOPEX, Jason et maintenant grâce au programme Copernicus européen, mais également en coopération internationale. Et toutes ces informations que l'on capte grâce à nos satellites qui orbitent autour de la Terre, eh bien, on essaie maintenant de les rentrer dans des modèles pour créer un jumeau numérique de notre planète. Et là encore, modéliser et mieux comprendre ces fameuses interactions complexes entre océan, climat et atmosphère et aider les décideurs finalement à anticiper de potentiels impacts. L'espace est partout dans nos vies. Il y a tout un tas de satellites qui orbitent aujourd'hui autour de la Terre, satellites de communication, d'observation, de géopositionnement, qui nous permettent finalement d'utiliser ces informations à notre bénéfice. Alors, la météorologie, c'est l'une des toutes premières applications du spatial, la télévision par satellite, ça vous parle, j'imagine. Mais savez-vous, par exemple, que les satellites sont utilisés aussi comme base de temps de nos réseaux? Réseau d'eau, réseau de communication, réseau bancaire. Également pour la santé. Aujourd'hui, on peut faire, grâce à la connectivité, des téléconsultations à distance, à grande distance, et même de la téléopération.
On utilise également des informations issues de satellites et combinées avec des connaissances locales, environnementales, pour faire de la téléépidémiologie. C'est-à-dire qu'on est capable de produire 15 jours à l'avance comment pourrait-on dire ça, de la météo des moustiques. On arrive à des choses comme ça qui sont éminemment complexes, de plus en plus orientées vers les usages, et que ce soit pour le suivi de l'énergie, que ce soit pour des acteurs de la sécurité civile, l'espace aujourd'hui est partout dans nos vies. Une journée sans satellite, ça devient très compliqué. Très compliqué, et donc ces infrastructures deviennent des infrastructures clés pour nos sociétés. Et il nous faut donc les protéger. Il nous faut aussi les renouveler, les faire vivre, pour continuer à acquérir ces connaissances. Et c'est ce qu'a rappelé le président Macron lors d'une conférence qu'il a tenue à Toulouse en février 2022, où il parlait justement, sans maîtrise de l'espace, pas de souveraineté. Pas de souveraineté technologique, parce que la connectivité, l'observation, le géopositionnement sont des choses qui sont devenues incontournables pour nous, citoyens, mais aussi pour nos forces de défense. Souveraineté industrielle et économique. Je pense que la conférence de ce matin qu'a donnée Hugo Bagamba était tout à fait éclairante par rapport à ces enjeux. Effectivement, il nous faut maîtriser certaines technologies pour pouvoir exercer notre souveraineté. Pas d'avancée scientifique, la connaissance de notre univers, de notre planète, de notre environnement pour pouvoir être pertinent et prendre des décisions appropriées. Pas de connaissance donc des grands enjeux environnementaux et climatiques. Nous en aurons de plus en plus besoin, compte tenu des enjeux face à nous. Et puis, sans maîtrise de l'espace, pas de souveraineté stratégique et militaire. Nos forces ont besoin de pouvoir communiquer, quelles que soient les situations. Elles ont besoin également d'avoir des informations de première main fiables pour pouvoir agir. Elles ont besoin aussi de pouvoir savoir où elles sont et de pouvoir guider aussi les engins futurs pour les opérations qu'elles ont à mener. Et donc, toutes les applications qui vont être développées dans le cadre du spatial, les technologies qui vont être soutenues, ont très souvent ce qu'on appelle un caractère dual, c'est-à-dire des usages aussi bien civils que pour les acteurs de la défense. Cette volonté présidentielle, elle se matérialise par un plan d'investissement qui s'appelle donc France 2030 et dans lequel il y a un volet spatial dédié au spatial de 1,5 milliard, donc d'ici 2030. Et ce volet, eh bien, il se décline suivant plusieurs axes. C'est l'accès à l'espace, c'est le développement de constellations, c'est le soutien de la science et c'est également le développement de marchés applicatifs pour développer l'économie. Ce sont aussi des technologies que l'on va soutenir. Ce sont également donc tous ces usages qui vont être mis à l'honneur. Comme je vous le disais, ce New Space, cette renaissance ou ce point de bascule du spatial, d'un monde très institutionnel vers quelque chose de plus commercial, eh bien, il s'est matérialisé déjà depuis plusieurs années avec l'arrivée en force dans ce secteur des acteurs du monde numérique. Et ils ont bien évidemment amené dans notre secteur leur code. Et aujourd'hui, on parle de Space as a Service. C'est-à-dire que tous ces usages du spatial vont être non plus raisonnés en termes de techno-push, mais en termes d'usage. Et donc, attrapant cette chose par l'usage, on a besoin effectivement de gens qui vont nous aider un petit peu à détricoter et à comprendre comment le spatial va pouvoir être pertinent pour ces usages. Je prendrai un exemple, la connectivité. Vous avez certainement entendu parler de la méga constellation Starlink qui est en train de développer Elon Musk. Il y en a d'autres qui vont être développés comme Kuiper par Amazon, mais également des Chinois, 3 projets de méga constellation. L'Europe va se doter d'une constellation plus modeste, Erisquare, car il y a un véritable enjeu. Un enjeu déjà de présence dans l'espace, c'est-à-dire que quand vous mettez 13 000 satellites, vous prenez de la place. Quand vous en mettez 42 000, vous prenez encore plus de place. Et il vous faut vous coordonner, les petits suivants, avec les gens qui sont déjà en place. Donc il y a une prime au premier entrant, bien évidemment. Donc ce code du as a service qui nous vient du numérique, il s'applique complètement aux enjeux de souveraineté qui sont devant nous. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que finalement ces satellites de communication qui étaient déjà là, mais qui étaient auparavant en orbite géostationnaire, ils y sont toujours. Il y a toujours un gros enjeu pour mettre des satellites sur cette orbite, mais de plus en plus aussi d'installer des satellites en orbite basse. Pourquoi ? Parce qu'on espère pouvoir
faire transiter des messages plus rapidement, acquérir des informations plus rapidement, et pas seulement d'ailleurs pour de la connectivité. On s'aperçoit aussi que ces satellites, ils vont embarquer aussi des charges utiles d'imagerie et d'observation pour prendre là encore des images le plus rapidement possible, finalement avoir du temps réel pour la communication, pour la captation des images, pour leur transmission. Donc on est maintenant avec un système finalement qui est un continuum d'informations depuis les câbles sous-marins, le terrestre et le spatial. Et d'ailleurs, les opérateurs terrestres de télécommunications qui regardaient le spatial d'un petit peu loin sont en train de faire des deals très rapidement depuis 1 an et demi avec des opérateurs satellitaires. Parce qu'ils ont bien senti le vent du boulet. Il pourrait être contourné. Donc tout le monde est en train de faire des deals le plus rapidement possible. Et il pourrait y avoir encore une disruption là-dessus. Je vous ai montré là cette petite image, c'est pas tout à fait par hasard. Aujourd'hui, vous avez des projets pour communiquer directement avec un satellite depuis votre smartphone. Ça commence. AST Mobile, Link Aerospace, et aussi d'autres sont en train de faire des propositions de valeur qui pourraient effectivement contourner et remettre complètement en cause le schéma opérationnel que nous connaissons aujourd'hui. Connectivité, insight, donc tout ce qui est, je dirais, captation de l'information pour du renseignement environnemental et autres, et peut-être demain aussi du space as a service pour des stations spatiales. Et là encore, disruption, changement profond de modèle économique. Comme vous le savez, aujourd'hui, vous avez une station spatiale internationale américaine, vous avez une station chinoise. Dans la station spatiale américaine, l'ISS, vous avez possibilité de faire des coopérations. Et c'est un troc, finalement. Voilà. Donc c'est une coopération scientifique, vous avez la possibilité de dire, écoutez, voilà, certes les Américains supportent tous les coûts de l'infrastructure et de sa maintenance, mais nous apportons effectivement des expériences scientifiques, nous apportons quelque chose. D'ici 2030, cette station étant vieillissante, il est prévu qu'elle soit remplacée par des stations spatiales commerciales. Et plusieurs sont sur les rangs. Là, je vous ai mis une image de Axiom, mais vous en avez d'autres, Orbital Rift d'Amazon, Voyager Space avec Airbus et Venture Space. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'un État pourra continuer à avoir une coopération scientifique avec un opérateur commercial? Pas si sûr. L'opérateur commercial aura peut-être envie d'avoir un chèque. Donc voilà un petit peu, je dirais, le genre de choses qui sont en train d'être devant nous et auxquelles il nous faut réfléchir. Autres enjeux de ce nouvel espace économique, eh bien, c'est de réduire les coûts. De réduire les coûts pour pouvoir effectivement vendre des solutions. Et donc on voit comme ça poindre et se développer des technologies de fabrication additive pour utiliser moins de matériel. Vous avez ici la fusée de Relativity Space Terran One, qui est une fusée entièrement réalisée par impression 3D. Vous avez également des technologies de refueling, c'est-à-dire qu'on va apporter du carburant à des satellites qui sont en orbite. Alors, ce n'est pas encore la station-service, même si le concept est en train de faire école et on y réfléchit sérieusement. Les satellites n'étaient pas encore conçus pour justement permettre un amarrage et un remplissage. Eh bien, on vient leur arrimer un module supplémentaire qui permet de prolonger leur durée de vie en prolongeant finalement leur système de mise et maintien à poste. Donc il y a déjà 2 expériences réussies sur des satellites Intelsat. Propulsion au niveau des satellites. Jusqu'à présent, on avait besoin juste de se mettre à poste et puis on faisait de la mise et maintien à poste. Maintenant, on veut pouvoir bouger les satellites sur leur orbite et parfois même entre des plans d'orbite. Donc propulsion électrique ou propulsion chimique, un petit peu plus énergétique, peut-être un jour de la propulsion nucléaire, si on veut encore rester plus longtemps dans l'espace. Des charges télécom flexibles, c'est-à-dire que sur nos satellites géostationnaires, auparavant, nous avions donc un faisceau qui éclairait une zone, et vous aviez le même débit pour toute cette zone. Bon, l'histoire montre que dans cette grande zone éclairée, vous n'avez pas forcément besoin de débit au même endroit. Donc là, maintenant, il est possible d'adapter tout ça. Les opérateurs Satcom sont fans. D'ailleurs, nos industriels français vendent très très bien leurs satellites actuellement. Computing on board. On met les capacités de calcul non seulement au sol, mais également à bord directement des satellites. C'est-à-dire que quand on prend des images, quand on veut faire de la détection de changement, eh bien on va faire des calculs directement à bord et on ne va redescendre que l'information utile, pertinente. Ça veut dire aussi qu'on va avoir besoin de moyens de stockage de cette information, à bord des satellites ou peut-être même d'ailleurs dans des silos qui seront directement dans l'espace. On parle de cloud in space. Et je vous ai parlé donc
également de communication entre les satellites, les fameux liens laser intersatellites, pour qu'ils puissent communiquer entre eux et faire transiter le plus rapidement possible des informations. Donc finalement, ce maillage entre les différentes orbites et les différents satellites est en train de ressembler à un gros cerveau avec des neurones et des synapses pour pouvoir être le plus efficace possible. Autre enjeu, maintenant il va falloir produire tous ces satellites. On parle de méga-constellations, 42 000 satellites, 13 000 satellites, des milliers de satellites. Il faut les produire. Donc on passe finalement de quelque chose qui était produit à l'unité à une production en série. Et là, on applique tous les codes de l'aéronautique, de l'automobile, voilà, une production automatisée. Ce qui veut dire aussi que les codes entre les fournisseurs et les clients vont évoluer. Et ils évoluent déjà. Car pour maîtriser parfaitement votre solution, vous allez avoir intérêt aussi quelque part à verticaliser votre chaîne de valeur et à vous passer de certains sous-traitants. Donc le paysage industriel du spatial est en pleine recomposition. Toujours pour faire baisser les coûts, vous allez chercher à réutiliser. Un avion de ligne, vous ne l'utilisez pas qu'une fois et vous le jetez. Eh bien, jusqu'à présent, un lanceur était perdu. Il servait une fois. Elon Musk a complètement changé la donne avec SpaceX et les fusées Falcon. Vous avez là ici un des premiers étages de Falcon qui a été réutilisé plus de 20 fois, dont 2 fois pour du vol habité. Donc non seulement c'est possible, mais ça devient un game changer vraiment dans un business économique. Et c'est ce qui va être appliqué également au Starship, la future méga fusée qu'il est en train de préparer. Quatrième vol cette fois-ci réussi. Il a montré qu'il était capable d'aller sur l'orbite. Est-ce qu'il sera capable d'aller encore plus loin pour desservir une station lunaire et peut-être aller encore plus loin sur Mars? Nous le verrons. En tout cas, cette logistique spatiale est en train de se déployer sous nos yeux. D'autres acteurs sont en train d'y penser. Et on revoit arriver des propositions qui ressemblent beaucoup à la navette spatiale, si vous vous intéressiez au domaine. Sauf que cette fois-ci, ce sont des compagnies privées qui sont porteurs de ce genre d'offres. Et ce que l'on veut aussi, ça c'est nouveau, c'est que dans l'espace désormais, on veut pouvoir se déplacer sans compter. C'est-à-dire ne plus être dépendant du carburant que l'on emporte, pouvoir être réactif au moment où on le veut, le plus rapidement possible. Et donc des nouveaux systèmes de propulsion se développent. Également, on va voir que on revoit arriver effectivement ces cargos de l'espace, ces navettes, avec des systèmes beaucoup plus énergétiques, et on reparle de propulsion nucléaire. Et cette fois-ci, il y a déjà eu des expérimentations, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits dans ce sens pour être en capacité de rester une année dans l'espace et même au-delà. Et déjà des expérimentations américaines et chinoises ont montré que c'était possible. Donc on va effectivement vers une toute autre utilisation de l'espace, avec aussi le déploiement de services en orbite. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure, de façon peut-être un peu humoristique, de passer à la pompe pour un satellite et remettre du carburant. En fait, ça pourrait devenir tout à fait sérieux. On pourrait imaginer effectivement que dans l'espace directement, eh bien, non seulement on remette du carburant, mais peut-être aussi qu'on répare des systèmes qui ont été endommagés, des antennes, des panneaux solaires, pour peu que les satellites aient été conçus pour cela. Donc ça demande aussi une autre réflexion pour aborder ce sujet. Des dépôts de carburant, également tout ce qui est assemblage, donc à quand une carrosserie de l'espace, ou en tout cas une usine qui permettrait effectivement de développer tout ça. Des projets sont en cours de réalisation, et vous avez des acteurs français comme Exotrail avec le Spacevan qui sont en train de faire des propositions de valeur pour justement venir desservir ces satellites et compléter leurs futurs besoins. Si on va encore un petit peu plus loin, on va avoir besoin de fabriquer directement dans l'espace. Ça veut dire développer les matériaux et les technologies qui vont permettre de fusionner, de laminer, de créer directement dans l'espace. Donc là encore, utilisation de l'impression 3D avec des expériences réussies par la société américaine Made in Space, qui effectivement propose la création de ces tubulures avec un robot qui finalement fait quelque chose un petit peu arachnéen, mais qui permet de développer directement dans l'espace de grandes structures. Gros avantage, vous n'avez pas besoin
de lancer ça depuis le sol, depuis la Terre. Donc vous faites une économie de moyens et vous développez directement dans l'espace. Sauf que pour réaliser ce genre de choses, on va voir qu'on va avoir besoin encore d'aller un cran plus loin. Et puis il y a des choses assez surprenantes aussi qui se développent. Ce sont des laboratoires directement dans l'espace, qui pour créer des vaccins, qui pour tester des développements de fibres optiques, ou aussi pour regarder comment peuvent évoluer des plantes. Et il y a eu notamment en 2020-2021, à bord de la Station spatiale internationale, un projet, WISE, qui a embarqué des pieds de vigne. Donc c'est un projet qui a été soutenu par l'INRAE. Alors, beaucoup n'ont pas apprécié la microgravité, mais certains qui sont revenus sur Terre ont développé des propriétés étonnantes. Et notamment une particulièrement utile pour les viticulteurs, c'est qu'ils étaient devenus résistants au mildiou. Et alors là, ça ouvre des possibilités tout à fait intéressantes. À tel point d'ailleurs que l'INRAE envisage cette fois-ci d'envoyer des plants d'arbres fruitiers dans la Station spatiale internationale pour voir un petit peu si là aussi il n'y aurait pas quelque chose à regarder. Et ces mini-laboratoires dans l'espace, avec Space Pharma, avec Varda Space, se développent. Les gens utilisent la microgravité pour réaliser finalement ce qui est difficilement possible sur Terre, c'est-à-dire des fusions de matériaux, des développements cristallins ou également des développements physiologiques. Je vous disais qu'il faut peut-être parfois aussi aller encore un peu plus loin. C'est-à-dire que quand on veut fabriquer dans l'espace, et aujourd'hui, force est de constater que la conquête spatiale s'est faite à partir des ressources terrestres. Nos ressources, comme vous le savez, sont finies, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir tout extraire de notre planète. Et donc, si on veut effectivement avoir un développement de ces activités spatiales durables, il va falloir envisager peut-être d'aller utiliser des ressources sur des corps célestes. Et là, on se heurte à des traités internationaux de non-appropriation des ressources spatiales. Traités internationaux que déjà 5 États ont habilement contournés en proposant des Space Resources Act. Je ne citerai pas les pays en question, mais voilà, je ne m'approprie pas la Lune, mais je vais exploiter les ressources qui sont dessus. Bon, c'est assez subtil, je laisse les juristes s'emparer de la chose. Néanmoins, des expériences sont en cours pour utiliser le régolithe lunaire, faire de l'impression 3D d'habitat, pour pouvoir installer de façon pérenne et durable une base. Également, des expériences sont faites pour essayer de faire des fusions métal-métal pour pouvoir effectivement finalement créer les infrastructures dont nous aurions besoin. Et sur la Lune, eh bien ma foi, il y a certains composés, certains matériaux qui nous intéressent. Et vous l'avez peut-être entendu ou lu dans la presse, il y aurait de l'eau sur la Lune, particulièrement au pôle Sud, et donc actuellement beaucoup de sondes lunaires visent cet endroit. Pourquoi ? Déjà pour aller voir quel est l'état de ce stock, arriver à comprendre un petit peu quelle est la qualité aussi de cette eau, qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc un besoin quelque part, je dirais un peu de marquer le coup, de montrer qu'on est capable d'y aller, et ce n'est pas évident. Il ne nous a pas échappé que les Japonais au départ ont eu une petite difficulté. La société commerciale iSpace n'a pas réussi son alunissage. Mais après, une autre mission a réussi. Les Russes ont souhaité également revenir sur la Lune, mais la mission, malheureusement, a été un échec. Et puis, ce sont les Indiens qui ont réussi à poser un rover lunaire. Donc, pas si facile d'aller sur la Lune. Et puis, quelque part aussi, on acte un changement de la hiérarchie en termes de grande puissance spatiale. Et ça aussi, c'est quelque chose à avoir en tête, parce qu'actuellement, plus de 60 pays ont une agence spatiale. 60 pays veulent leur New Space. Donc la compétition est rude. Et toutes ces technologies qui sont en train de se développer, eh bien chacun veut les posséder parce qu'effectivement, il y a des enjeux de souveraineté très forts. Le mot magique actuellement, intelligence artificielle. Ou ne serait-ce déjà que calcul massif à bord. En tout cas, comme je vous l'ai dit, on embarque directement à bord des satellites sur des cartes spécialisées, des algorithmes qui vont permettre de calculer directement les choses à bord des satellites. Et donc ça, c'est aussi un game changer. On imagine d'ailleurs aussi que ces satellites vont pouvoir communiquer entre eux grâce à ces fameux liens laser intersatellites. Et donc, qu'est-ce que ça peut donner ?
Aujourd'hui, quand vous avez par exemple un satellite d'imagerie optique, eh bien, vous lui transmettez son programme de travail. Très bien. On pourrait imaginer qu'à bord de ce satellite, qui fonctionne avec un autre satellite qui emporte de l'imagerie radar, qui permet de prendre de l'image tout le temps, eh bien qu'il se parle. L'optique détectant qu'il y a des nuages, par exemple, ou le radar disant mais à l'optique, toi, tu vas plutôt éviter les zones où il y a des nuages, et donc ne prends pas tes images de suite, prends-les plutôt dans tant de minutes, quand tu seras pleinement efficace. Donc voilà des choses un petit peu nouvelles pour ce tasking, finalement, des satellites qu'on peut imaginer grâce à ces nouveaux éléments. Et puis on peut imaginer aussi que des décisions soient prises, soient données au niveau de ces satellites, pour peut-être du déplacement dans l'espace ou pour certaines actions, qu'elles soient civiles ou militaires. Je rappelle que beaucoup d'applications sont duales. Et donc, toutes ces informations qui sont produites, toute cette communication, c'est ici parce que je me permets d'appeler la cloudification de l'espace. En fait, tout ça va venir alimenter un grand flux d'informations que nous utilisons tous aujourd'hui, qui est le cloud. Et ce cloud, eh bien, il est maîtrisé par quelques happy few. Vous avez Amazon Web Services, vous avez Microsoft Azure, vous avez Google. Et donc, eh bien, aujourd'hui, il y a un véritable enjeu au niveau européen pour disposer aussi de notre cloud. Ces informations, elles vont nous permettre de mieux connaître notre planète, elles vont nous permettre effectivement de créer ces fameux jumeaux numériques, mais c'est intrinsèquement un besoin de connaissance, d'accès à l'information, dans sa partie de transmission, donc avec la connectivité, avec des constellations de satellites, et également dans son contenu. Les enjeux sont doubles. Et tous ces satellites qui sont en train d'être lancés, des projets de 42 000 satellites de Starlink, de 13 000 de Kuiper, de 13 000 ou 12 000 des 3 constellations chinoises, ça fait quand même beaucoup de monde dans l'espace. Et ce que l'on craint beaucoup, c'est une prolifération des débris. Car ces satellites ont une durée de vie finie, malgré tout. Et un satellite qui ne fonctionne plus, ça s'appelle un débris. Et que se passe-t-il ? Eh bien, si vous avez mis à bord un système de propulsion, vous pouvez le piloter et gérer sa fin de vie. Si vous n'avez pas été prudent, si vous avez voulu faire des économies financières, vous ne pouvez plus le piloter. Donc vous attendez gentiment qu'il veuille bien redescendre au bout de 20 ans, 25 ans, ça dépend un peu de l'orbite. Et il doit évidemment rencontrer tous les petits copains. Ça peut créer de sacrés problèmes, notamment un gros problème qui s'appelle l'effet Kessler, qui est un effet de domino, de production de débris en chaîne. Et là, ce serait une véritable catastrophe. Donc ce matin, Camille nous disait « Les satellites challengent les câbles sous-marins. Peut-être qu'un jour, on pourrait imaginer ne plus avoir de câbles sous-marins. Gardez les câbles sous-marins. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres voies de communication pour être un petit peu prudent. » Et puis ces satellites qui viennent se consumer dans l'atmosphère, jusqu'à présent, c'était un de temps en temps, avec des projets à plusieurs dizaines de milliers, ça sera beaucoup plus souvent. Et on se pose la question déjà depuis plusieurs années, et nous soutenons à côté CNES d'ailleurs des travaux académiques en ce sens, pour essayer de comprendre un petit peu vers quoi tout ça pourrait nous emmener, quels pourraient être les impacts. Parce qu'un satellite, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Vous avez de l'aluminium, vous avez des protections thermiques, vous avez de la peinture, vous avez de l'or, vous avez de l'argent. Enfin, il y a tout un tas de choses dans un satellite. Vous avez aussi un petit reste de carburant aussi. Quand tout ça vient brûler dans l'atmosphère, qu'est-ce que ça devient ? Est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne pourrait pas avoir un impact sur l'air que nous allons respirer ? Quel est vraiment l'impact de tout ça ? Donc nous posons beaucoup de questions. D'abord sur l'impact de ça, mais aussi nous travaillons énormément à la prévention et à essayer non seulement d'être frugal en matière de développement de nos capacités spatiales, qu'il s'agisse de lanceurs ou de satellites, mais aussi les matériaux qui sont employés, les ergols qui sont employés pour les lanceurs. Alors je ne cherche pas à faire du greenwashing, mais il y a une vraie réflexion et depuis très longtemps. Il y a une vraie conscience. Écoutez France, la France doit s'enorgueillir, je pense, d'être le premier pays à s'être doté d'une loi sur les opérations spatiales, qui est contraignante
pour les industriels, puisqu'il leur demande non seulement d'utiliser certains matériaux, de faire attention justement à cette empreinte, mais aussi d'emporter à bord des satellites des systèmes de propulsion qui permettent de gérer cette fin de vie. Donc cette maîtrise de l'empreinte écologique de la filière, c'est quelque chose pour lequel nous avons lancé d'ailleurs des challenges d'éco-conception. Voilà, nous pensons beaucoup qu'il est grand temps de réfléchir justement un petit peu, de revoir la conception de nos satellites pour les rendre peut-être plus modulaires, réparables, et puis d'envisager aussi, voilà, je parlais de technologie d'impression 3D, pour utiliser aussi moins de matière, et là encore faire un pas de plus vers un espace pérenne et durable, respectueux. Je voudrais terminer cette conférence par un sujet qui me tient particulièrement à cœur et dont on parle peu quand on parle de maîtrise et de souveraineté. Ce sont les hommes et les femmes. Car dans nos métiers, eh bien, nous avons besoin de cerveaux, nous avons besoin de bras, nous avons besoin de gens qui sont compétents et qui vont venir apporter leurs compétences, leurs talents pour développer ces activités. Alors oui, clairement, nous avons besoin de vous tous, les jeunes et les moins jeunes, car se reconvertir et venir dans le secteur spatial, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, il y a des passages tout à fait réussis, des gens de l'aéronautique, de l'automobile, du ferroviaire, de la philosophie aussi, du cloud, de l'économie, car les métiers du spatial sont nombreux et variés. On pense bien évidemment à des métiers d'ingénieurs, mais pas que. Des gestionnaires de projets, des juristes, des gens qui vont amener aussi un peu cette réflexion de prospective sur l'avenir du spatial. Autant de talents dont nous avons besoin. Et voilà, je vous ai mis, je dirais pour moi, deux projets qui sont assez emblématiques en termes d'accueil des jeunes chercheurs pour préparer cette science de demain, et aussi la prospective, pour essayer de réfléchir un petit peu au-delà de notre sphère, je dirais, classique, et où on se sent un petit peu confortable, faire ce pas de côté pour essayer d'imaginer des scénarios qui sont un petit peu plus disruptifs, un petit peu plus dérangeants, mais tellement éclairants pour préparer l'avenir. Voilà, donc je tenais à vous remercier, et je suis à votre écoute pour répondre à vos questions.